Elle n'a pas donné d'interview depuis le début de cette escroquerie. Et dites ce que vous voulez, c'était un coup d'État. C'était un coup d'État d'un président des États-Unis. Il ne voulait pas partir. Et ils l'ont dit. Nous pouvons le faire correctement, mais on peut aussi le faire à la dure. Voilà, elle, c'est Kamala Harris, donc qui prend la place de Joe Biden pour, en quelque sorte, flouer Donald Trump d'une hypothétique victoire au mois de novembre prochain. Ça donne le ton. Alors, on va parler du fond, la forme d'abord. Plus d'1 million de personnes ont suivi cet échange sur Twitter. Cet échange, il est qualifié d'interview. Pour donner un ordre d'idée, je crois que Elon Musk est suivi par plus de 190 millions de personnes. Donc 1 million, c'est beaucoup, mais pas tant que ça. Quel impact ce type d'exercice peut-il avoir sur la campagne en cours ? Difficile à dire, parce qu'au fond, l'impact peut être progressif. L'impact de cette nuit est une chose, et l'impact dans les jours suivants en est une autre. Ce qu'il faut simplement noter, c'est que jusqu'à maintenant, Kamala Harris n'a pas donné de conférence de presse. Autrement dit, elle est allée d'une réunion de fidèles à une autre réunion de fidèles, c'est un handicap dans un certain sens. Mais moi, ce que je voudrais dire, et j'insiste bien là-dessus, c'est que la semaine prochaine, il y aura la convention démocrate. Ce sera évidemment un déluge de nouvelles sur la candidate démocrate, n'en doutons pas. Mais après cela, il reste très peu de temps jusqu'aux élections présidentielles. En principe, les élections présidentielles sont prévues le 5 novembre. Mais vous savez sans doute que on commence à voter en octobre. Les Américains votent à partir du début d'octobre. Ce qui veut donc dire qu'il reste un bon mois. Un mois un peu plus d'ailleurs. Mais les débats, le débat qui aura lieu entre Trump et Harris au mois de septembre. Pour l'instant, c'est le 10 septembre. Il y en a un qui est calé, je crois, sur ABC. Et Trump demande deux autres. Enfin, disons qu'il y en a un. Et ce débat-là sera décisif. C'est-à-dire que, comme dans beaucoup d'élections américaines, le débat permet aux indécis de prendre une décision. Parce que actuellement, on peut considérer que pratiquement les électeurs qui vont voter ont déjà décidé de leur choix, sauf 15% qui ne savent pas encore très bien. Ce que vous nous dites, c'est que la Californie va voter à gauche, le Texas va voter à droite, il n'y a pas de grosse surprise. Non, c'est dans quelques États clés où il y a ceux qui ne sont pas inscrits, les indépendants. C'est ceux-là, c'est cette population-là qu'il faut convaincre. Exactement. C'est-à-dire, au fond, c'est 15% des électeurs. Alors, ça ne veut pas dire que ces 15% vont aller voter. Ils peuvent très bien s'abstenir, ou ils peuvent très bien choisir un autre candidat que Trump ou Harris. Une élection américaine peut se jouer à 537 voix près. On le sait depuis 2000. J'aimerais qu'on revienne quand même sur ce qui s'est passé cette nuit, parce que c'est intéressant. D'abord, l'entretien commence avec 40 minutes de retard. Problème technique, Musk dit piratage. On verra si c'est possible ou pas. Cette alliance entre les deux hommes, moi, elle m'interpelle. Musk a voté démocrate, je crois, en 2016, c'était Clinton, en 2020 pour Biden. Et là, d'un coup, il se rallie à Trump. Musk qui fait pression sur la Californie pour interdire les moteurs thermiques d'ici 2035 parce qu'il est propriétaire de Tesla. Comment expliquer cette alliance, Vincent Hugeot? Alors, d'abord... plus qu'une interview ou un entretien, c'était pour moi la conversation de deux potes au ras d'un zinc de bistrot. C'est-à-dire que deux potes qui, au demeurant, n'auraient pas sucé que de la glace au regard des absurdités qui ont été proférées pendant cet échange bienveillant et complaisant. Et vous avez raison de rappeler que potes, ils n'ont pas toujours été, puisque Musk était allé jusqu'à bannir Donald Trump de Twitter à l'époque, avant de le convertir en X. Et comme il incarne pour moi une forme d'obscénité, le fait qu'il ait rebaptisé son réseau X me convient parfaitement. Et il l'avait banni après l'assaut du Capitole. Au passage, ça donne une saveur toute particulière au concept de coup d'État, parce que si quelqu'un a tenté un coup d'État sur le territoire américain dans les années écoulées, c'est bien Donald Trump et son orchestre. Deuxième remarque, donc voilà, il se retrouve. Alors pourquoi ? Écoutez, vous me permettrez une petite anecdote personnelle. En octobre 2022, j'ai annoncé ce dont la planète se remettra très aisément sur mon compte Twitter de l'époque, que je cesserai de tweeter. Et que disais-je à l'époque ? Pardon, il y a quelque chose d'absurde à se citer, mais c'est tout à fait dans la logique de votre question. Et je disais à l'époque à mes quelques milliers
suiveur, au regard des fantasmes libertariens de l'intéressé, donc de Musk, de son indulgence chronique pour le complotisme, de ses lubies géopolitiques et de ses calculs affairistes, son irruption à la tête de Twitter ne présage rien de bon. Il y avait une vie avant l'oiseau bleu, il y en aura une après. Remember le Carmen de Stromae. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé, puis on finit solo. Ce personnage de Musk, pour moi, et depuis des années, est un des éléments leaders, puissants et influents de la fachosphère mondiale. Il est aussi dangereux pour l'idéal démocratique que le sont les illibéraux tels que le Turc Recep Tayyip Erdogan ou le Hongrois Viktor Orban, et notamment, et j'arrête là-dessus, pour son immense complaisance vis-à-vis de toutes les thèses conspirationnistes les plus débiles et les thèses antisémites qu'il n'a jamais cherché à endiguer sur son réseau. Musk, Trump, même combat idéologique? Oui, alors, Elon Musk est évidemment un soutien de poids pour Trump, mais en effet, c'est un soutien récent, puisqu'il s'est rallié très récemment. Mais il a eu un peu de mal cette nuit, dans cette fameuse conversation entre potes nouveaux. Il a eu un peu de mal parce que Trump fuit assez facilement dans l'association d'idées. Par exemple, Elon Musk lui a dit naturellement il faut une énergie décarbonée, par conséquent l'énergie nucléaire c'est bien, et Trump lui a dit absolument, mais il y a l'explosion de la centrale nucléaire au Japon, et puis il y a la guerre nucléaire. Il est parti sur deux autres sujets qui n'avaient rigoureusement rien à voir avec ce dont Elon Musk voulait parler. Et ça a été un peu comme ça tout le temps finalement. C'est-à-dire que c'est très difficile d'avoir une conversation probablement avec Monsieur Trump, parce que il file sur la première association d'idées venue qui lui convient. Et effectivement, pour partir dans des diatribes que l'on connaît bien. Et je pense que ça a un peu pollué ce débat. Comment vous expliquez, André Caspi, vous, le rapprochement entre les deux hommes? Il ne faut pas oublier qu'il y a de gros donateurs qui sont derrière Donald Trump. Il n'y a pas qu'Elon Musk. Alors, Elon Musk est un homme tout à fait particulier par ses réussites, par ses idées un peu bizarres, par ses comportements. Nous en sommes tout à fait d'accord. Mais à côté de Elon Musk, vous avez des gens comme Jamie Dimon qui représente JP Morgan, vous avez Rupert Murdoch qui représente les gros médias américains et notamment le Wall Street Journal. Vous avez également Peter Thiel qui représente beaucoup de gens de la finance et de la tech. On comprend l'intérêt. Non, mais c'est-à-dire qu'ils auraient une eux partie de la finance qui soutient les démocrates et une partie de la finance qui soutient les républicains. Elon Musk fait partie de ce deuxième camp. Oui, sauf que évidemment, il a sa particularité. Il est évident que Elon Musk, c'est un homme qui sort de l'ordinaire par ses réussites, qui sort de l'ordinaire par ses idées, qui sort de l'ordinaire par ses comportements. Tout cela fait que Elon Musk est un personnage important, primordial, pourrait-on dire, dans la vie sociale, politique, économique. Donc il y a quelques, on va dire, similitudes quand on parle d'extraordinaire, et je mesure le mot, entre Donald Trump d'un côté et Elon Musk de l'autre. Une question qui se pose évidemment, c'est aussi pourquoi Trump séduit de plus en plus dans la Silicon Valley. On a beaucoup parlé des crypto-monnaies et de son intérêt sur la question. Voilà pour la relation entre les deux hommes. J'aimerais qu'on parle maintenant du fond, de ce qui a été dit pendant ces 2 heures. Les attaques se sont concentrées évidemment sans surprise sur Kamala Harris, pire que Bernie Sanders, qui représente la gauche de la gauche, et un véritable épouvantail pour les républicains. Écoutez, on en parle juste après. Ce qu'il s'est passé du jour au lendemain, c'est qu'ils ont réécrit l'histoire et font passer Kamala Harris pour une modérée, alors qu'en fait elle est à l'extrême gauche, très à l'extrême gauche. Pire que Bernie Sanders, elle est considérée comme plus libérale que Bernie Sanders, et de loin. C'est une folle radicale de gauche. Voilà, libéral, ça veut dire à gauche. Aux États-Unis, c'est l'inverse de ce que nous, on pense en Europe. On utilise le mot en Europe. Voilà, c'est un peu différent. Juste une petite question. Alors ça, c'est classique. On attaque l'adversaire. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Ce qui est intéressant dans ce petit extrait, c'est à qui il s'adresse. Quand on vend Kamala Harris comme quelqu'un d'ultra-gauche presque, on essaie de convaincre qui, André Caspi? On essaie de convaincre les 15% dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore pris parti, ceux qui n'ont pas encore choisi.
Et il est évident que Trump ne manquera pas de rappeler la carrière de Kamala Harris avant qu'elle n'accède à la vice-présidence, c'est-à-dire qu'elle a été elle-même candidate à la présidence en 2020, sans succès, et très rapidement écartée en raison de ses idées qu'on estimait trop libérales, et vous avez raison de mentionner que le mot libéral aux États-Unis a un sens péjoratif du côté des républicains. Mais ça veut dire qu'au fond, Kamala Harris, elle a un passé. Je n'oserais pas dire que ce passé est aussi un passif, parce que ça c'est l'avis de Trump, ça n'est pas mon avis, moi je ne prends pas parti dans les élections américaines, mais ça veut dire que malgré tout, en ajoutant Tim Walz à son équipe, elle a renforcé ce côté libéral, et par conséquent elle donne prise à Donald Trump, à tous les excès de langage dont il est coutumier, et qui ont pour but de convaincre que Kamala Harris serait un très mauvais choix pour les États-Unis en raison du fait qu'elle n'est pas au centre de la vie politique, mais elle est à gauche. C'est-à-dire qu'au fond, elle est la Californienne de San Francisco, qui reste marquée en somme par son passé et qui en conséquence ne peut pas représenter les États-Unis. C'est cela que veut montrer Trump, que ce soit sur le plan de la politique énergétique, sur le plan du climat, sur le plan de l'immigration. L'immigration est un thème très important aujourd'hui aux États-Unis, puisque dans la toute dernière semaine, 57 000 immigrants clandestins ont franchi la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Alors, justement, ça veut donc dire qu'au fond, Trump joue là-dessus pour faire peur et pour montrer que Kamala Harris ne peut pas être la présidente des États-Unis.